Ce ressort doit être solide comme un point fixe et ce point fixe s'appelle l'ivoirité. Celle-ci n'est pas une donnée juridique comme le sont la nationalité et la citoyenneté, contrairement à ce que beaucoup écrivent. L'ivoirité est un concept traduisant un projet culturel pour réaliser une synthèse harmonieuse entre les traditions de nos diverses tribus, ethnies, dans leur quête de modernité. Ce projet, à peine conçu, a été dénaturé artificiellement et placé au cœur d'une polémique amplifiée par des médias affidés et déchaînés. L'objectif de cette polémique est bien sûr politique. Il fallait détourner l'ivoirité de son sens en l'accusant d'être un frein à l'intégration de certaines personnes à la nation. Après le décès du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié accède au pouvoir par choix constitutionnel. Devenu président, il est claquemuré entre ses valeurs et les valeurs du père fondateur. Il est la copie conforme, tantôt et parfois exagérée, du président Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié, celui-là qui voulait changer la Côte d'Ivoire, se verra confronté au rouleau compresseur de l'opposition qui le traînera dans beaucoup de maux jusqu'à sa chute, le 24 décembre 1999. Dans cette vidéo, on verra les grandes lignes des années Bédié partant de 1994 à 1999 et tout ce qui lui était reproché, sans oublier ce qui a causé sa chute. Donc, prends une feuille et un stylo, c'est parti. Pour mieux comprendre la gestion du président Bédié, il faut résumer les années de son prédécesseur, le président Houphouët-Boigny. En fait, lorsque Houphouët-Boigny meurt, il lègue à son successeur un merveilleux capital infrastructurel, incluant un réseau routier, réseau de communication, infrastructures sanitaires, écoles et plein d'autres avantages. En plus de cela, le palmarès en économie, surtout la macroéconomie, était dans la globalité bonne, quand bien même le pays était confronté à certaines difficultés. À cela s'ajoute comme héritage légué par Houphouët-Boigny la grande image de marque d'un pays dont les alliés ne se comptaient plus à travers le monde, sans oublier le plus merveilleux des capitaux laissés par Houphouët-Boigny, en l'occurrence le capital humain, avec la belle démographie ivoirienne. Mais le président Houphouët s'en est allé également, laissant de gros et chauds dossiers à son successeur, qui pouvaient exploser à tout moment et causer d'énormes dommages à la Côte d'Ivoire. Parmi ces dossiers, il y avait le problème foncier qui minait le pays, l'accroissement de la jeunesse urbaine, l'immigration non contrôlée hors mais surtout vers la Côte d'Ivoire et ses conséquences, sans oublier plein d'autres problèmes. Le problème foncier déterminait l'avenir agricole du pays. Soit les terres appartenaient aux allogènes, ce qui impactait la cohésion sociale et la souveraineté populaire, soit il redonnait les terres aux nationaux. Il fallait donc que le président Bédié tranche le débat. Quant au problème d'immigration, l'ex-premier ministre Alassane Dramane Ouattara avait déjà commencé à balayer le terrain en créant et imposant une carte de séjour aux allogènes, mais confronté à plusieurs problèmes tels que la porosité des frontières des États africains, le comportement des forces de l'ordre sans le contrôle des pièces d'identité, les conditions de délivrance des actes d'état civil. Le problème ressurgira et sera remis entre les mains du président Bédié. Au plan national, Bédié était confronté aux problèmes laissés par Houphouët-Boigny, dont le conflit entre l'État et des peuples tels que les Guébiers avec l'extermination de Krabé Niagbé et son peuple. Il y avait également les Abés avec l'assassinat de leur héros, Ernest Boka, lors de la crise politique de 1963. Sans oublier le peuple Atié qui, devenu le fief du FPI, a été marginalisé par Houphouët-Boigny, accompagné des Anis Sanoui ainsi que les Baoulés de Bouaké, que Houphouët a retiré de sa politique de développement. Pour mieux comprendre, je vous invite à lire l'article de Tibus Kofi, Houphouët, une dictature productive. Au plan international, Bédié est confronté à de véritables problèmes qui, de surcroît, sont très proches de lui. Houphouët-Boigny a laissé des rapports tendus entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, la Guinée, sans oublier le Ghana. Il y avait également le contentieux avec l'Angola de Dos Santos, car Houphouët-Boigny protégeait le rebelle Jonas Savimbi et ses alliés. Mais véritablement déterminé, Bédié a fait appel à ses talents d'ancien ambassadeur pour résoudre ses problèmes. Au plan national, dès la première année de son accession au pouvoir, Bédié étale son projet de réconciliation nationale en commençant par les Guébiers.
En ce sens, il reçoit au palais présidentiel en octobre 1994 les populations du Guébié avec leur leader. Cette rencontre avec le peuple guébié va le conduire chez les autres peuples en conflit avec l'État, dont les Abés, là où il ira toujours dans son processus de réconciliation nationale et talant un discours rassembleur évoquant le sens de la nation et la nécessité de dépasser les plaies du passé. Il va ériger en hommage à Ernest Boka, la figure légendaire des Abés, une stèle. De même pour Victor Biaka-Boda, le député Krou assassiné par le régime colonial d'antan. Pour terminer sa tournée nationale pour la réconciliation, le président ira dans le nord du pays. Pour cet événement, la télévision nationale montrera des images avec des enfants, des femmes, des hommes en joie accueillant le président Bédié et qui étaient tous ensemble en parfaite symbiose jusqu'à son retour à Abidjan. Mais l'opposition ivoirienne, surtout le FPI et le RDR, par des journaux qui leur sont très proches, vont nier la réussite de cette tournée, tendant même à créer la haine et la division au sein de la société ivoirienne. L'opposition traitera cette tournée d'achat de conscience des guébiers des Abés, sans oublier les Krou et le nord du pays par Bédié. C'est dans cet élan que Babo dira « Pardonnez, mais n'oubliez pas ». Tous les journaux d'opposition attaquaient Bédié, disant qu'il voulait désoufouettiser la Côte d'Ivoire et qu'il a reçu des faux guébiers à son palais lors de sa rencontre avec ce peuple. Désireux de marquer le moment et montrer qu'il y a du changement, Bédié supprima la pensée du jour, instituée sous le règne d'Houphouët, à la une dans le journal Fraternité Matin et à l'ouverture du journal télévisé et de la radio. Pour se montrer différent et avoir une bonne marge de manœuvre pour gouverner en prenant en compte tous les partis et les hommes de talent, pour également valoriser la méritocratie, Bédié va se déclarer au-dessus des partis politiques, renonçant ainsi au poste de président du PDCI-RDA. Mais, sous la pression des autres instances du PDCI et l'aura incroyable de M. Laurent Donafologo, qui était le mentor de Bédié, le président Henri Konan Bédié reviendra sur sa décision. C'est ce qui va plonger Bédié dans les travers qui ont gangréné le régime Houphouët. Bédié composera son gouvernement avec un grand nombre d'hommes provenant du PDCI qui n'étaient pas réellement talentueux, mais tout comme dans un pseudo-royaume, sont devenus intouchables et inamovibles au détriment de jeunes talents, dont les frais de scolarité ont été payés par Bédié dans des universités japonaises, américaines, allemandes, françaises, canadiennes, chinoises et plein d'autres, soit par l'octroi de bourses d'études, soit par des fonds propres levés par le président Henri Konan Bédié. Plongé dans la copie conforme de la gouvernance du président Houphouët-Boigny, Bédié va tout faire comme lui. Alors que Houphouët avait transformé son village natal en capitale, en construisant la ville moderne Yamoussoukro qui réunit d'autres petits villages environnants comme Morofoué, village des familles Kognan et Bani, Bédié, quant à lui, va remodeler Daoukro en ayant en vue de regrouper pour la grande cause urbanistique Pépressou, son village natal, et les bourgades environnantes. Alors que Houphouët a créé un parti politique, le PDCI qui le célébrera durant tout son règne, Bédié va, à défaut de pouvoir créer un parti, créer le Cercle National Bédié, qui le célébrera pendant tout son règne. Houphouët-Boigny s'étant construit un grand palais à Yamoussoukro, Bédié va se construire un plus grand palais à Pépressou, son village natal. Alors que Mme Thérèse Houphouët a créé Ndaya, une ONG pour la cause de l'enfant abandonné, l'épouse du président Bédié, Mme Henriette Bédié, va créer quant à elle son ONG portant le nom de Servir, dévolue à la même cause que celle de l'épouse du président Houphouët. Des exemples de similitudes, il y en a une panoplie. Malgré que tout le destinait à copier le modèle houphouëtiste, Bédié possédait vraiment la volonté de développer la Côte d'Ivoire et lui fait passer un cap. En fait, il est l'auteur de plusieurs projets, entre autres l'amélioration de l'aéroport. Il met en place une politique qui s'accentue sur le domaine sanitaire. Il améliore quelques hôpitaux, infirmeries et dispensaires afin de rendre possible l'assurance maladie pour tous et bien soigner sa population. Il fait construire le palais de la culture, améliore les réseaux routiers, met en place des fonds sociaux destinés aux jeunes. Il met également en place un plan pour la construction du 3e pont. Il met en place, et ce idéologiquement, la Technopole, une cité destinée à la science et les arts pour favoriser le génie scientifique et la recherche des Ivoiriens. Il ouvre le marché ivoirien aux pays asiatiques. Mais en plus de tous ces projets, il est désireux de faire émerger une grande génération d'industriels ivoiriens capables de transformer les matières premières de la Côte d'Ivoire et de façon générale, Bédié espérait également, et ce ouvertement, faire de la Côte d'Ivoire la toute première puissance économique des pays d'Afrique noire. Et il étalait tout ce projet sur l'espace de 25 ans. Bédié, comme tout homme de droite en Afrique, a placé la culture au centre de son projet. Pour le faire, il nomma Bernard Zaourou Zadi, un immense homme de lettres en tant que ministre de la Culture.
Pour réaliser ce projet, la théorie était contenue dans un document de plus de 300 pages élaboré par le ministre Zadi. Ce document se trouve dans le dossier d'archives de l'État de Côte d'Ivoire. Et dans la barre de description, je vous mets des liens qui vous permettront de voir ces documents. Mais Bédié va s'inscrire dans une tenue tribaliste, impliquant son entourage dans la gestion du pays, sans oublier son grand amour pour les jeux hasard et les jeux de la chance. Bédié avait une lecture ancienne de la vie de l'État, privatisant les ressources publiques qui ont servi par exemple à Madame Henriette Bédié de participer à des pèlerinages et des moments de prière en Israël pour soi-disant apporter la paix en Côte d'Ivoire avec et surtout le faux cœur présidentiel. Son ONG était proche de devenir une institution d'État. Pendant son règne, Bédié possédait un groupe qui louait ses mérites à l'image du Cercle national Bédié, qui ne faisait que louer chaque pas et chaque réalisation du président Bédié. Il a également nommé énormément d'hommes politiques de son groupe ethnique baoulé. Cependant, il n'a pas su gérer le cas Ouattara avec l'avènement de son concept d'ivoirité qui a tout compliqué. Pour ce qui concerne le cas de l'ex-premier ministre Alassane Dramane Ouattara, Bédié, avec l'ensemble des sanctions qu'il infligera au RDR, tout en visant la grosse tête qui était M. Alassane Dramane Ouattara, a fini par voir le problème s'internationaliser pour se convertir très vite sous les coups de pouce de l'opposition en un différend ethnique opposant les autochtones du sud de la Côte d'Ivoire à ceux du nord. Mais ce même Bédié qui tentait de mettre la différence entre les Ivoiriens et les étrangers va naturaliser plus de 8000 Burkinabés installés dans la région de Boisflé depuis plus de 10 ans, espérant un décret de naturalisation dans les années 90. Bédié a été l'auteur du plus grand programme de naturalisation et ce, même devant Houphouët-Boigny qui, de loin, n'a jamais battu ce record. Tout cela va créer un terrible climat de malaise et d'insurrection. Il y avait également le poids de la FECI. La FECI qui venait de naître en avril 90 sous l'influence de 4 partis de gauche que sont le PIT, l'USD, le PSI, devenu PPS par la suite, sans oublier le FPI. Pour des raisons idéologiques, la FECI échappera au contrôle de l'USD et du PSI pour être sous le contrôle du FPI et du PIT. Pour les étudiants membres de la FECI dont l'esprit était éveillé sur les sujets d'ordre politique, ceux-ci vont juger le professeur Bernard Zadi Zaorou, secrétaire général de l'USD, d'avoir un discours beaucoup trop pacifique. La FECI, proclamée par son tout premier secrétaire Ayipo Martial, se voulait révolutionnaire. Ainsi, elle recherchait un discours guerrier et déterminé. Lorsque le secrétaire Bernard Zadi et d'autres membres de l'USD vont intégrer le gouvernement d'un camp, sous le guide de Bédié, ils seront définitivement vomis par la FECI. Quant au PSI, devenu PPS, avec son leader Bamba Moriféré, n'ayant pas un véritable électorat, ceux-ci seront très rapidement évincés de l'estime de la FECI. Un coup de tonnerre survient lorsqu'en 1995, suite à sa défaite aux élections présidentielles, le leader du PIT, le professeur Francis Vaudier, décide d'intégrer le gouvernement de Daniel Kablan-Duncan sous la présidence de Bédié. Le PIT sera également vomi par la FECI et comme par magie, la FECI, avec à sa tête un certain Guillaume Soro, passe sous la tutelle de la combinaison et de la cohabitation RDR et FPI. Ainsi, les leaders de la FECI intégreront soit le RDR, soit le FPI suite à leur militantisme au sein de l'organisation syndicale. Juste avant les élections de 1995, Bédié va faire réviser le code électoral qui finira par exclure Alassane Dramane Ouattara. Face à son exclusion, Laurent Gbagbo va stratégiquement boycotter les élections et ce pour être plus en vue, non seulement, mais démontrer son mécontentement vis-à-vis de la politique déployée par le président Henri Konan Bédié. Il va donc s'aligner avec le RDR d'Alassane Ouattara pour former le Front républicain. L'objectif des deux partis va donc être de déstabiliser les fondements du PDCI. Ils vont donc passer par le démantèlement des fiefs électoraux du parti en question. Ainsi, ces deux partis vont se lancer dans l'ouest du pays. Cette partie de la Côte d'Ivoire va frôler la guerre civile car les campements et biens des Baoulés vont finir par être brûlés par les militants du FPI et du RDR. C'est donc suite à ce malaise que, le 18 octobre 1995, plusieurs images montrant les Baoulés et d'autres halogènes fuyant Boisflé et les localités l'environnant va choquer l'opinion publique mieux continentale. Pour accueillir les déplacés, les autorités municipales de la localité vont mettre en place des abris capables de contenir les réfugiés, mais tout ce méli-mélo est dû à une seule chose, le concept d'ivoirité développé par Bédié. Ce qui va grandement marquer le régime de Bédié et qui va le désolidariser d'une bonne partie du peuple, c'est son concept d'ivoirité. De base, c'est un concept désireux de faire progresser la fragile nation ivoirienne et les halogènes qui se trouvent sur le territoire comme Bédié l'a signifié dans son livre « Les chemins de ma vie ». Je vous mettrai en description un lien qui vous permettra de retrouver ce livre.
Bédié a même désiré mettre en place un secrétariat d'État qui dirigerait ce grand projet culturel. Cependant, sous les fortes critiques et extrapolations de l'opposition, le concept d'ivoirité va prendre un gros coup pour devenir un concept qui exclut une partie de la population, tranchant entre le nord et le sud de la Côte d'Ivoire. En fait, le mot ivoirité est pour la première fois employé en politique ivoirienne par le président Henri Konan Bédié en 1993. Il met en place ce concept qui, selon lui, tendrait à signifier qu'une personne serait ivoirienne si et seulement si ses 4 parents, incluant ses parents et ses grands-parents, sont nés en Côte d'Ivoire, ce qui permet d'écarter son opposant Alassane Ouattara. De là naît des catégories d'Ivoiriens. Stratégiquement, le FPI de Laurent Gbagbo s'en est emparé également, tant pour exploiter le rejet des étrangers que pour rejeter la concurrence de Ouattara. Ils vont manifester vivement ce concept d'ivoirité à leur tour. Ce concept va créer une différence ethnique à laquelle sera ajoutée une différence de religion. Les Ivoiriens du Nord, musulmans, sont soupçonnés d'être de mauvais Ivoiriens et sont donc rejetés par certains Ivoiriens du Sud. L'ivoirité va aboutir à un sentiment d'exclusion des populations du Nord, notamment les Malinké, dont les patronymes ont le plus facilement une consonance étrangère, très généralement proche du Burkina Faso et du Mali. Ce concept qui excluait Alassane Ouattara va être mis en place par Bédié, mais encensé par Gbagbo qui lui disait que les ressortissants du Nord avaient tous les pouvoirs, surtout économiques, et qu'il fallait les empêcher, concrètement, de détenir le pouvoir politique. Le PDCI, comme une large partie du FPI, vont donc adhérer à la promotion du concept. Cependant, cette notion d'ivoirité est dénoncée par le FIDH comme étant à la base d'un système xénophobe. C'est donc dans un tel contexte que l'élection de 1995 aura lieu et l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara sera empêché de se présenter suite à la réforme du code électoral du 8 décembre 1994 qui stipule que les candidats à l'élection présidentielle doivent prouver leur ascendance ivoirienne. Travaillant au FMI et ayant pris ses distances avec le PDCI, il devenait l'un des mieux placés pour battre Henri Konan Bédié à ces élections de 1995. Mais la mise en place du concept d'ivoirité va ruiner ses espoirs. Il est donc écarté. Lorsque la liste des candidats fut dévoilée par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 1995, 2 candidats ne purent se présenter car ils n'avaient pas recueilli les 5000 parrainages nécessaires pour se présenter. Quant à l'ancien Premier ministre Alassane Dramane Ouattara, le grand opposant Laurent Gbagbo et 2 autres candidats, ils furent disqualifiés pour l'un, soit non qualifiés, et pour d'autres bien qualifiés, mais ont tous préféré boycotter le scrutin du 22 octobre 1995. La liste des candidatures retenues est la suivante. Henri Konan Bédié, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et Francis Vaudier, candidat du Parti ivoirien des travailleurs, le PIT. Quant aux candidats refusés, il y en avait 4. Amadou Koné, de l'Union nationale pour la démocratie, Philbert Kouassi, du Parti socialiste révolutionnaire ivoirien, Soumaïa Di, du Parti libéral de Côte d'Ivoire, Dieudonné Zadi Agui, un candidat indépendant. La campagne électorale débute le samedi 7 octobre, pour un premier tour destiné à être joué le dimanche 22 octobre 1995. Le 6 octobre 1995, le nom des candidats est dévoilé par le Conseil constitutionnel. Le lendemain donc, les candidats partent en campagne électorale pour 15 jours. Henri Konan Bédié se propose pendant cette campagne de rencontrer les partis de l'opposition, une proposition qui reste cependant sans suite. Quant à Francis Vaudier, il fait sa campagne sur le fait que le PDCI était déjà au pouvoir et ce, depuis plus de 40 ans. Le 22 octobre 1995, jour de vote, les Ivoiriens votent et Bédié l'emporte largement avec 96,4% des voix contre 3,96% pour Francis Vaudier. Et tous étaient unanimes pour signifier que ces élections étaient truquées. Bédié devient donc président pour un quinquennat allant de 1995 à 2000. Pour l'opposition, Bédié ne sera jamais et n'a jamais été ouvertement reconnu comme président légitime, et ce jusqu'à la fin de son mandat. L'opposition, avec le FPI à sa tête, le surnomma le président autoproclamé, tandis que l'un des journaux très proches de Laurent Gbagbo également l'appellera le président autoproclamé aux 2 mers, à cause de la mauvaise polémique alimentée à l'époque qui disait que la mère de Bédié avait 2 différents noms. Sous la présidence de Bédié, les médias avaient vraiment atteint un haut niveau d'incivisme et d'irrespect. Mais
Au lieu de protéger le président Bédié et agresser les journalistes, les populations, mais surtout le peuple ivoirien, faisaient tout le contraire, soutenant les journalistes au nom de la liberté, faisant ainsi des journalistes des insubordonnés plus libres que la liberté elle-même. L'objectif de l'opposition était de salir Bédié, le discréditer aux yeux du peuple, du point de vue de tout ce qu'il fait vivre à celui-ci. En plus de ce problème, Bédié va lui-même se compliquer son quinquennat. Après avoir publié son ouvrage « Les chemins de ma vie », un ouvrage dans lequel il se lance dans des considérations anthropologiques et ethnicistes à la fois brumeuses et inappropriées, Bédié s'exprimait sur les concepts de civilisation, d'identité nationale, de différences culturelles au niveau des ethnies du pays, évoquant par la même occasion les origines des Baoulés, sa tribu qu'il exalta sans gêne. Son discours sera vraiment mal compris et suscitera une nouvelle polémique de très grande ampleur. Il a lui-même donné de quoi parler à l'opposition. Après cela, de nombreux cadres du Nord vont finir par être chassés et remplacés par des Akans dans l'administration, et ceux-ci finiront par se révolter après lui. Très proche de l'élection présidentielle de 1999, l'opposition arrêtera d'attaquer Bédié pour se focaliser sur d'autres questions centrales telles que le bulletin de vote unique, le vote à 18 ans, les urnes transparentes et plein d'autres requêtes concernant les élections. Cependant, face à toutes ces requêtes, Bédié dira un grand non. Le FIDH va également dénoncer la loi foncière qui viole selon elle les droits civils, politiques, économiques et sociaux protégés par les pactes de l'ONU. Le problème foncier ivoirien, il est en fait lié au fait que certaines terres cultivables appartenaient aux allogènes, dont les Burkinabés de façon majoritaire. Alors, suite au conflit dont le bilan de morts était estimé à plus de 500, qui a opposé les Kroumen aux Burkinabés dans la localité de Tabou, entre fin 98 et début 99, Bédié a mis en place une loi foncière qui a nationalisé les terres et les a remis exclusivement aux Ivoiriens. Comme ça ne suffisait pas, de gros scandales vont secouer le président Bédié. Il y a le détournement du prêt de 18 milliards offert par l'Union européenne qui était destiné à améliorer le cadre sanitaire ivoirien, mais qui a fini dans la poche des ministres de Bédié, avec à leur tête le ministre Maurice Kakou Gikawe, ministre de la Santé à l'époque, donc entre 1996 et 1999. En octobre 1998, il y avait aussi le rapport de 3 journalistes dans un journal indépendant proche du RDR qui dénonce une pédophilie à laquelle a participé un ministre du PDCI, le ministre Ezan Akele, avec la collaboration de l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire à l'époque, sur un adolescent de 14 ans. À cela s'ajoute la spéculation sur le marché du riz qui impliquait le fils du président Bédié, M. Patrick Bédié, qui était le principal importateur de riz vers la Côte d'Ivoire. Des scandales, il y en a eu une panoplie. C'est donc suite à l'accumulation de ces événements que le climat sociopolitique ivoirien va prendre un grand coup. Les plus optimistes s'attendaient à un coup d'État pendant que les pessimistes se tenaient prêts pour une guerre civile afin de chasser le président Bédié du pouvoir. Dès le début de l'année 1999, les marches, les opérations de paralysie de la ville d'Abidjan, les actes de sabotage de l'édifice étatique ainsi que les campagnes de dénigrement systématique de l'image du pouvoir, et ce, sous la direction de l'opposition à travers les journaux, la manipulation de la population étrangère qui s'est rangée derrière M. Alassane Ouattara. Il y avait également l'activisme de la FECI qui était sous le contrôle du FPI et du RDR. C'était un méli-mélo. La situation devenant lourde et pesante, Maurice Bandama et Kobena Anaki vont prévenir Bédié d'un soupçon de coup d'État qui est soufflé et alimenté par les médias de la place, notamment ceux de l'opposition. Bédié, tellement confiant, n'a accordé aucune importance à ces préventions car encensé d'un côté par son club qui ne faisait que louer son mérite et encouragé de l'autre côté par son grand mentor Laurent Donafologo, il dormira sur ses lauriers. Pour preuve, en novembre 1999, sur le plateau de l'émission 90 minutes pour convaincre, Laurent Donafologo disait « Le président Bédié peut dormir tranquille, il n'a pas d'adversaire. Tout se passe bien, le président Bédié remportera les élections prochaines. » Pendant son mandat, Bédié sera confronté à plusieurs problèmes qui seront l'extériorisation de vieux mots restés en suspens autrefois. Une étude lexicale et sémantique profonde permettait de percevoir en 1998, par exemple, la récurrence de certains mots et expressions dans les journaux sous la tutelle du FPI et du RDR. Il s'agissait des mots et expressions tels que guerre civile, révolte populaire, soulèvement, combat, bataille, mort, pistolet, armes et plein d'autres. En clair, les deux partis apprêtaient leurs partisans à l'affrontement avec le pouvoir en place. Les deux partis jouaient sur la répression sanglante des guébiers, l'assassinat d'Ernest Boka,
le meurtre de Victor Biakaboda et plein d'autres drames pour préparer le peuple à l'affrontement. L'atmosphère est restée pesante jusqu'au 23 décembre 1999, un jour avant le coup d'État. Alors que l'Harmattan sévit, les bouches sont sèches, l'on respirait difficilement. Il y a près de la RTI des coups de feu qui retentissent. Apparemment, il s'agissait des soldats ivres qui se livraient à des essais par inadvertance. Ces coups de feu par inadvertance vont se terminer le soir du 24 décembre 1999 en un coup d'État. Alors pour tout comprendre, rendez-vous dans le prochain capsule pour aborder le coup d'État, mais de façon générale, la Côte d'Ivoire de décembre 1999 à septembre 2002. Difficile était donc de remplacer un président planétaire comme Houphouët-Boigny, qui était un homme d'autant plus connu que puissant. Henri Konan Bédié a fait l'effort qu'il pouvait, mais a très rapidement été confronté et plongé dans la suffisance, la négligence qui ont eu raison de lui par la suite. Voici donc en quelques lignes et quelques minutes les problèmes qui ont miné la République de Côte d'Ivoire et qui ont été reprochés au président Bédié pendant son règne. N'oublie pas de lâcher un pouce, de t'abonner, de partager la vidéo, mais surtout de dire en commentaire si tous ces problèmes connus par Bédié t'inspirent. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt pour le prochain capsule.